Bienvenue à cette première séance, comme je disais, qui va porter sur la proposition de valeur, bien que ce soit une session qui aura deux volets, qui portera pour la première sur la proposition de valeur et normalement nous nous retrouvons pour une session qui ne portera que sur le pitch. Alors, au niveau de la matière, qu'allons-nous voir? Nous allons parler de la segmentation client. Nous allons parler des clés d'acceptation des différents segments de clients. Nous parlerons de la proposition de valeur. Et enfin, le point de chute de ce soir sera comment définir votre USP, Unique Selling Proposition. Alors souvent en marketing, lorsqu'on parle de proposition de valeur, Unique Selling Proposition, segmentation de clients, on a l'impression qu'on parle finalement de même concept et c'est pas toujours clair de faire la différence. Mon objectif aujourd'hui, humblement, sera de vous aider à arriver à décliner, de faire un cheminement point par point pour aller de votre proposition de valeur jusqu'à votre USP. Qui suis-je? Mon nom est Kivivier, mon prénom Alexandra, donc vous pouvez m'appeler Alexandra. Je suis experte en vente et en marketing. J'ai un centre de formation qui opère en Belgique et à l'étranger et je donne également cours en institut supérieur ici à Bruxelles. Alors, je vais démarrer avec ce petit, on va dire, ce baromètre qui a été proposé par une société française. Alors, vous allez me dire, oui, mais on parle de la France, on est en Belgique. Ok, on parle de la France, certes, mais les marchés français et belges, on reste dans le marché européen, premièrement. Et deuxièmement, il y a beaucoup de similarités. Donc, humblement, je me permets de prendre ces données et de pouvoir les extrapoler en Belgique, non pas pour en faire, on va dire, une vérité, mais simplement pour nous faciliter la réflexion, pour facilement briser cette glace et entrer dans le sujet. Alors, ce baromètre a porté sur quoi? Il a interrogé 166 dirigeants d'entreprises en France et alors il y avait des tailles diverses d'entreprises. Il y avait des petites entreprises, il y avait des PME, il y avait des grandes entreprises, bref, de tailles diverses. Juste pour votre information, on dira que les petites entreprises, ou on va dire les très petites entreprises, donc finalement des entreprises auxquelles vous, moi, on peut s'assimiler, constituaient plus ou moins 20% de l'échantillon. Alors, très concrètement, au niveau du secteur d'activité, on avait les activités en termes de services et il y avait également les industries. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'il y avait quand même des sociétés de services, de nouveau, auxquelles on peut s'assimiler. Alors, ensuite, l'actionnariat, on ne va pas trop s'intéresser parce que ce ne sera pas une donnée qui va nous aider dans la réflexion. Les résultats ont été variés. Le premier résultat que je vous propose, c'est le suivant. En termes, donc, les questions qui ont été soumises tout d'abord au niveau des opérations, au niveau de leur proposition de valeur et avec d'autres aspects sur lesquels ils ont été interrogés. Alors, du coup, on leur a demandé très clairement, enfin, il y avait plusieurs questions, mais la question que j'ai retenue, c'est quels aspects de votre business model devront le plus évoluer suite à la crise de la COVID-19? Et on va constater qu'il y a forcément, comme vous le voyez, différents aspects qui ont été challengés, qui vont évoluer. Mais les aspects pour lesquels je souhaite qu'on puisse s'appesantir, c'est clairement la digitalisation des activités. Oui, je pense que quel que soit le secteur d'activité, aujourd'hui, il y a un vrai questionnement sur comment je fais pour que mon activité puisse être accessible. On ne va pas vers un autre lockdown, je ne le souhaite pas, mais on va dire confinement, pas confinement, on va dire avec toutes les limitations que nous impose la crise sanitaire. Donc finalement, comment j'arrive à me défaire de la dimension physique? Donc c'est un questionnement clairement sur lequel la majorité des entrepreneurs ou des sociétés sont en train de se pencher. Deuxième aspect qui m'intéresse et qui nous intéressera aujourd'hui, c'est au niveau de cette histoire de proposition de valeur. Clairement, il y a un remodelage, une réflexion sur l'offre, sur le produit, sur le service. Finalement, on voit que notre offre est challengée et on voit que finalement, les modes de consommation, les besoins ont évolué vers d'autres types de besoins. Donc finalement, on se dit comment je peux faire pour mieux répondre aux besoins de mes clients. Alors, un autre élément que j'ai souhaité mettre en avant,
Donc, je tiens à rassurer ceux qui souhaitent prendre des notes ou pour qui ça intéresse d'avoir tous ces éléments. Je ferai parvenir la présentation après la séance. Donc, prenez le temps de bien comprendre pour pouvoir bien poser vos questions ou du moins interagir. Vous aurez toutes ces informations. Un autre élément qui m'a, moi, personnellement intéressé dans cette enquête, c'était le fait que 57% des dirigeants, alors pas forcément dans un domaine lié, on va dire, à l'économie circulaire ou au développement durable, mais en fait, finalement, dans des domaines tout à fait neutres, je le dirais comme ça, ont eu à manifester leur intention d'orienter leur business vers une préservation de l'environnement, finalement vers des sujets plutôt qui touchent à l'écologie, à l'environnement. Donc, on sent vraiment cette prise de conscience. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que fondamentalement, ces éléments vont nous conduire, premièrement, à se dire, quel que soit le business dans lequel on est, quelle que soit notre activité, vous ne ferez pas la réflexion aujourd'hui. Lors de l'accompagnement ou avant l'accompagnement, je vous demande de commencer déjà à y réfléchir. Comment je peux intégrer cette donne digitale? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mon produit, mon service, est-ce qu'il match toujours? Est-ce qu'il correspond toujours aux besoins des clients avec lesquels je fonctionnais avant la Covid ou simplement j'ai toujours eu à fonctionner? Deuxième point. Et enfin, le troisième point, c'est clairement une réflexion. Aujourd'hui, si hier, j'étais une des rares sociétés à être focalisée sur les aspects environnementaux, durables, économie circulaire, rien n'exclut que finalement, dans les mois ou dans les années qui viennent, il y aura clairement une orientation des activités vers j'appellerais ça écosystème économique. Donc finalement, il y aura peut-être plus de concurrence. Qu'est-ce que je mets en place pour préserver mon business? Alors, si vous êtes d'accord, suite à tout ça, je propose de pouvoir nous interroger et avancer. Donc, l'objet aujourd'hui, on avait dit, c'était de parler de proposition de valeur, de parler d'USP. Mais il n'est pas possible de parler de proposition de valeur sans pour autant se mettre d'accord sur c'est quoi un business model. Je me souviens, il y a plusieurs années, souvent j'entendais parler, oui, business model. Alors, c'est un mot qu'on utilise à toutes les sauces. Oui, mais mon business model, c'est vrai qu'on comprend globalement. Mais ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est au-delà de la compréhension générique de modèle économique, manière de fonctionner, quels sont les paramètres qui rentrent en compte? Vous savez, si aujourd'hui, admettons, vous êtes cuisinier et on vous demande d'améliorer une recette, on vous dit, tiens, comment tu peux améliorer une bolognaise, ok? Alors, si vous ne connaissez pas la recette, vous ne connaissez pas les ingrédients qui rentrent en ligne de compte, même en étant le meilleur des chefs cooks, même en étant le meilleur des cuisiniers en herbe, ce sera très difficile. Par contre, si vous connaissez les ingrédients, vous aurez finalement la recette avec les paramètres sur lesquels jongler. Est-ce que je rajoute un petit peu je ne sais rien, du thym? Est-ce que j'enlève plutôt du céleri? Est-ce que? Donc, première étape de notre voyage, je répète, c'est de définir et de se mettre d'accord sur c'est quoi un business model. Pour le faire, je vais vous proposer de visionner cette vidéo qui se trouve sur la plateforme et que vous pourrez revoir par la suite. Et après, on pourra échanger. Bonjour et bienvenue sur notre plateforme de micro-formation en ligne. Dans ce module d'apprentissage, nous allons parler du business model. Nous vivons dans un monde en constante évolution. Ces changements ont un impact sur nos activités professionnelles, sur notre chiffre d'affaires mais également sur le comportement de nos clients. Un business model peut avoir été rentable hier et peut ne plus fonctionner aujourd'hui. La question est donc de savoir, qu'est-ce donc qu'un business model? Un business model décrit la manière dont une entreprise crée, fournit et conserve de la valeur. C'est la traduction concrète de la bonne idée de départ de l'entrepreneur et de la manière dont il va l'exploiter sur le marché. Il est donc important, pour maintenir une entreprise rentable, de ne pas hésiter à revoir et adapter son business model. Par exemple, il est aujourd'hui presque impossible de mettre sur le marché un produit qui ne soit ni respectueux de l'environnement ni durable. De même, la crise de la Covid-19 a rendu impossible de nombreuses pratiques existantes.
Tout au long de ce module, nous approfondirons ensemble l'importance de définir vos segments clients, mais surtout vos propositions de valeur. Tout ceci avec pour objectif de vous aider à ajuster votre business model si nécessaire. Nous vous souhaitons un bon apprentissage. Alors, très concrètement, si je dois résumer avant d'entrer dans ces fameux ingrédients qui nous aident à définir le business model, je dirais que le business model sera la manière dont une entreprise va créer de la valeur. Par valeur, j'entends arriver à générer des bénéfices clients. Je m'explique, vous pouvez être coiffeur, et bien la valeur client sera de pouvoir renforcer la confiance de vos clients, par exemple. Vous pouvez être formateur, la valeur, c'est-à-dire le bénéfice pour vos clients, sera d'améliorer leurs compétences ou de leur éviter, par exemple, la faillite, si ce sont des indépendants, par exemple. Vous pouvez être un masseur. Eh bien, le produit, c'est le massage, mais la valeur client, ce sera de soulager, par exemple, leur douleur. Donc, fondamentalement, le business model va mettre en musique la manière dont l'entreprise, je dis bien la manière, parce que dans la manière, il y a plusieurs paramètres qu'on va voir. La manière dont l'entreprise va créer de la valeur, donc ainsi va assurer sa propre pérennité, parce que je pense que l'objectif d'une activité, ce n'est pas de s'éteindre au bout de quelques mois, mais plutôt d'assurer une viabilité dans le temps. Deuxièmement, le business model va traduire finalement l'idée que vous aviez au départ, donc votre idée de départ, et la manière dont vous allez l'exploiter sur le marché. Je peux avoir une idée, par exemple, de pouvoir assurer une distribution on va dire, de produits lorsqu'il y a le confinement, par exemple. Mais mon business model va vraiment mettre en avant toute la manière dont ça va se dérouler. Quels seront les canaux de distribution? Est-ce que j'aurai des partenaires? Quels seront les tarifs? Donc, tous ces éléments-là, finalement, qui traduisent ma bonne idée de départ. Troisième manière de définir un business model, ben, ça c'est la manière la plus simple, hein, mais finalement la plus intéressante. Clairement, c'est la manière dont on fait les affaires, c'est tout. Donc, on se met d'accord sur ces trois définitions et alors sur cette base, je vous propose de pouvoir nous concentrer sur une manière de décliner le business model. Donc, si vous reprenez la littérature marketing, il existe plusieurs manières de traduire ou d'exprimer son business model. Toutes s'accordent à pouvoir décliner les différents éléments dont on a besoin pour que notre projet prenne vie. Mais le modèle qui est le plus exploité, moi personnellement, le modèle avec lequel je fonctionne et je donne, en tout cas j'accompagne, c'est le business model Canva, qui finalement est un modèle qui va simplifier les choses en nous mettant point par point 9 cases, je répète, qui vont finalement, lorsqu'on les remplit, nous aider à avoir tout notre projet ficelé. OK? Alors, en gros, avant d'approfondir la notion de business model Canva, il faut comprendre que lorsqu'on met en musique, donc lorsqu'on définit son business model, on doit accepter qu'il soit itératif. C'est-à-dire, on n'est pas dans un modèle qui est figé. Beaucoup d'entrepreneurs vont avec une idée de base. Je prends mon cas, lorsque j'ai lancé la société, c'était donner des formations, point. Mais j'ai réalisé au fil du temps, en étant en contact avec le marché, en échangeant avec les clientèles, les circonstances, finalement les contraintes parfois, que je devais récupérer les informations que me donnaient les clients pour les faire rentrer dans la machine de mon business model Canva et reproduire une nouvelle proposition de valeur. Donc, on parle d'itération dans la mesure où à chaque fois, on doit se questionner. Le Covid nous pousse, enfin la Covid, parce qu'attention, là, on s'y perd un peu. Donc, respectant la langue française, la Covid nous a poussé à challenger notre business model et à nous dire, OK, j'étais à ce niveau, voici l'environnement. Donc, fondamentalement, on a récupéré des informations du marché, on a vu ce qu'a fait la concurrence, on prend les données et on doit les réinjecter dans le business model pour voir concrètement qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que je dois changer. Deuxième élément important quand on parle du business model, comme je l'ai dit, il doit être évolutif. Avec ou sans contraintes, avec ou sans circonstances exceptionnelles, avec ou sans Covid, on ne peut pas rester dans un modèle statique. Pourquoi? Les besoins, les attentes des clients sont amenés à évoluer.
Je prends simplement un bête exemple. Hier, je pense que la SNCB, il y a plusieurs années, n'aurait pas envisagé de disponibiliser la vente en ligne et même finalement le fait de ne plus devoir imprimer son ticket et de uniquement fonctionner avec, on va dire, un QR code, ok, pour pouvoir, comme ticket de train, par exemple. Hier, je pense qu'il y a plusieurs entreprises, il y a plusieurs commerces qui n'envisageaient peut-être pas d'être en ligne. Mais ils n'ont pas pris cette décision parce qu'ils le voulaient de passer en ligne. Ils l'ont fait parce que les besoins des consommateurs, les attentes ont évolué. Donc, quelque part, ils ont été amenés à suivre l'évolution pour ne pas perdre des parts de marché. Donc, on retient itératif, évolutif, adaptatif. On se répète, donc je ne vais peut-être pas insister. On doit s'adapter. Le tout, c'est pas de dire j'ai mon idée et c'est au client de s'adapter. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous avez certes votre idée, mais c'est à vous. Tenons compte du fait que le client est roi. Tenons compte du fait que même si vous étiez dans une niche, les niches peu à peu sont amenées à s'ouvrir au fur et à mesure que le marché croît. Donc, vous devrez vous adapter aux paramètres amenés peut-être par les concurrents. Donc, itératif, évolutif, adaptatif et modulable. C'est-à-dire quoi modulable? Modulable, ça voudrait simplement dire éviter d'aller dans des business models, par exemple, si vous avez deux produits, mais des produits figés, par exemple, qui vous dit, tiens, je ne peux pas avoir le produit A sans le produit B. Non. Essayez de pouvoir, dans votre réflexion, toujours avoir la possibilité, penser en mode plug and play. Est-ce que je peux me permettre de proposer rien que le produit A? Est-ce que le produit B pourrait être une alternative si le A ne marche pas? Donc, ce n'est pas une obligation, mais ça fait partie au fait des 4 éléments que je voulais mettre en avant qu'on entre dans le business model Canva. Alors, est-ce qu'à ce stade, ça va? Est-ce que le rythme vous convient? Est-ce que je peux avancer? Si c'est OK, vous pouvez me mettre un pouce. Comme ça, ben, génial, top, impeccable. On continue. Donc, on a posé le décor. On sait qu'aujourd'hui, le business model, c'est cette histoire-là qui nous permet de pouvoir repenser notre manière de faire les affaires. Je vous ai dit, il y a plusieurs modèles de business model, mais ce qui nous intéresse, c'est le business model Canva. Donc, un type, une manière de faire, parce qu'elle présente 9 blocs et c'est assez simple à modeler, à utiliser. Du coup, on va s'interroger maintenant sur c'est quoi le business model Canva. Une fois qu'on va le faire, ce sera plus simple pour nous d'entrer dans la matière d'aujourd'hui, proposition de valeur et finalement segmentation de la clientèle. Alors, je rappelle que toutes les vidéos sont disponibles sur la plateforme et que donc, si à un moment donné, vous voulez la revoir, vous pourrez le faire. Vous avez vos accès, donc n'hésitez pas. On y va. Je lance la seconde vidéo et je vous propose de prendre des notes. Bonjour et bienvenue sur notre plateforme. Dans cette vidéo, nous parlerons du business model Canva. Un business model représente toute la stratégie globale mise en place pour le bon fonctionnement d'une entreprise. Idéalement, il se définit au lancement de l'entreprise puis s'améliore et s'adapte au fur et à mesure de son développement. En 2010, Alex Ostevalde et Yves Pigneur ont développé un modèle pour visualiser de manière claire un business model en utilisant un schéma de 9 blocs et en le complétant à l'aide de post-it. Les post-it peuvent être facilement déplacés et permettent ainsi d'avoir votre processus de brainstorming de manière dynamique. Sur un grand poster, le Canva, les 9 éléments importants de tout modèle d'affaires sont indiqués, à savoir 1. Segment client. Dans ce bloc du Canva, il s'agit de définir quel segment vous souhaitez desservir. Qui sont vos clients? Est-ce que votre clientèle peut être répartie en groupes de clients? Quels sont les besoins de vos clients? Lesquels sont les plus importants? 2. Relations clients. Dans ce bloc du Canva, il s'agit d'identifier de quelle façon vous souhaitez être en contact avec les différents segments de clientèle. Uniquement en ligne ou avez-vous également des contacts face à face avec vos clients? Qu'est-ce qui est rentable? 3. Canaux de distribution. Dans ce bloc du Canva, il s'agit de définir comment est-ce que votre clientèle est tenue au courant de votre offre. De quelle façon peut-elle accéder à votre offre, dans un magasin ou en ligne? Comment est-elle informée au sujet de votre produit? 4.
Proposition de valeur. Dans ce bloc du Canva, il s'agit de définir quelle valeur distinctive ou ajoutée votre produit ou service apporte aux clients. Quels besoins ou problèmes résolvez-vous? Est-ce que vos clients ont réellement besoin de votre produit? 5. Je fais une pause. Donc, segment client, relation client, proposition de valeur. Segment client, finalement, vers qui s'adresse mon produit. 2. Relation client. Quel type de relation je souhaite avoir avec mes clients? Vais-je les rencontrer? Vais-je être en contact avec eux? Vais-je personnaliser la relation? 3. Proposition de valeur. On va revenir, on va approfondir. Finalement, quel problème je vais résoudre? À quelle attente, à quel besoin je souhaite répondre? OK? Je poursuis la vidéo et je veux encore l'arrêter après 3. Comme ça nous permet de chaque fois avancer posément. Je poursuis. Partenaire stratégique. Dans ce bloc du Canva, il s'agit de définir quel partenaire stratégique apporte une valeur ajoutée essentielle à votre gestion de l'entreprise. Les raisons de leur importance stratégique peuvent évidemment différer. 6. Activités clés. Dans ce bloc du Canva, il s'agit de définir quelles activités ou processus de production apportent en fin de compte une valeur ajoutée à votre entreprise. 7. Ressources clés. Dans ce bloc du Canva, il s'agit de définir quelles ressources il vous faut pour réaliser votre produit ou proposition de valeur, pour entretenir les relations avec la clientèle. Alors, là, on vient de voir 3 autres éléments. Partenaires clés. Est-ce que dans votre activité, vous serez amené à avoir des partenaires? Je vous prends le cas, par exemple, de moi en formation lorsque je donne en Afrique centrale. Clairement, sans partenaire, c'est compliqué. Pourquoi? Les entreprises n'ont pas, on va dire, un fort pouvoir d'achat et la formation, le marché de la formation n'a pas atteint encore un stade, on va dire que c'est encore, on est entre la pénétration et la croissance. Il y a une prise de conscience, mais on n'investit pas les moyens. Donc, son partenaire clé, son bailleur de fonds qui viennent pour financer, accorder des chèques formation, c'est compliqué. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, partenaire clé. Est-ce que vous avez besoin de partenaires clés? Activités clés. Quelles sont les activités dont vous aurez besoin pour que votre projet soit viable? Ça peut être la production, ça peut être la commercialisation, c'est-à-dire finalement, dans votre activité, vous devrez peut-être produire. Moi, dans mon cas, j'ai tout ce qui est production, ingénierie de la formation, comme ces vidéos par exemple, la production de vidéos, des contenus. Il y a aussi la sphère communication et marketing. C'est une activité qui est clé pour moi. Pourquoi? J'opère sur 2 marchés, un marché européen, un marché africain. 2 marchés avec des réalités tout à fait différentes, 2 marchés sur lesquels je ne peux pas me permettre de ne pas être agressive, j'aime pas ce mot, active en communication ou on va dire en marketing. Donc, pour moi, la communication, le marketing, ainsi que l'ingénierie de la formation, mais également tout ce qui est, non c'est ça, ouais, ces 2-là sont des activités clés. Donc, quelles sont les activités clés? Autre élément, les ressources clés. Moi, dans mon cas, les ressources clés, très clairement, c'est la ressource humaine. Pourquoi? Parce que fondamentalement, et la ressource financière un peu moins, comme je suis dans le service. Donc finalement, la ressource humaine est clé parce que j'ai besoin de formateurs, j'ai besoin de personnes de qualité qui percutent vite pour produire des contenus de qualité. Donc, voilà, ça vous permet un petit peu de voir. Maintenant, en fonction du domaine d'activité, c'est peut-être différent. Donc, je répète, on vient de voir déjà le segment de la clientèle, vers qui est adressé mon produit, la proposition de valeur, à quels besoins, quelles sont les attentes auxquelles je réponds. Nous avons vu ensuite, que je ne dise pas de bêtises, la relation client, c'est-à-dire quel type de relationnel je souhaite avoir avec ma clientèle. Personnalisé, pas personnalisé, est-ce que c'est nécessaire, via quel canal? Important. Ensuite, partenaire clé. Puis-je me lancer seul ou ai-je besoin de nouer des partenariats stratégiques pour m'aider à aller plus vite? Ressources clés. Quelles sont les ressources humaines, matérielles, financières, économiques? Bref, quelles sont les ressources qui sont indispensables pour que mon activité puisse porter? Activité clé, au-delà du produit à commercialiser. De quoi ai-je besoin d'autre? Quelles seront les activités
clés qui vont rythmer mon activité à moi principale, donc de manière globale. Je vais poursuivre la vidéo, comme ça nous permet de voir les 3 derniers blocs. Pour attirer de nouveaux clients ou le faire parvenir chez vos clients. 8. Source de revenus. Dans ce bloc du Canva, il s'agit de définir d'où viendront vos revenus. Quel est votre modèle de rémunération actuel et futur? Comment développer des sources de revenus supplémentaires? 9. Structure des coûts. Dans ce bloc du Canva, il s'agit de définir la structure des coûts. Quels coûts sont fixes? Quelles ressources d'entreprise sont coûteuses et où pouvez-vous encore faire des économies ou retirer des avantages? Nous venons ainsi de... Alors, il y a un bloc, à mon avis, j'ai dû, lorsque j'ai interrompé, le bypasser. Canaux de distribution, très important. Donc, c'est un des blocs. Via quel canal vais-je rendre disponible mon produit? Très important. Source de revenus. Finalement, d'où va venir mes sources de revenus? Quelle sera la structure de ces sources de revenus? Vais-je aller plutôt sur des sources de revenus spot, c'est-à-dire je vends puis alors j'ai mon retour, ou alors est-ce que je veux mettre en place un système de revenus qui me permet de pouvoir, comme le terme m'échappe, mais ça va revenir, qui me permet d'avoir, on va dire, une sorte de revenu passif. Alors attention, je ne suis pas du tout youtubeuse et je ne suis pas pour le principe de voilà, on peut facilement s'enrichir, pas du tout. Mais je crois fondamentalement qu'un entrepreneur doit réfléchir sur des sources de revenus passifs. Je vous donne un exemple. Je suis dans la formation, je donne des formations, enfin voilà, on est bien dans ce cadre-là. Je le fais en présentiel, en ligne, mais la plateforme en ligne est pour moi une source de revenus passive. Pourquoi? Le système est mis en place, ça me permet d'avoir des revenus qui viennent, qui tombent, sans pour autant devoir dépenser de l'énergie. Donc, c'est un petit peu ça de dire d'où vont provenir mes sources de revenus, de quel type seront-ils? Et je répète, vraiment la réflexion, et je vais insister lors de l'accompagnement pour ceux qui vont suivre, sur l'importance de mettre en place ça, via des abonnements, via différents types de systèmes, en tout cas, ne pas devoir tout le temps courir, peut-être via des contrats également, ne pas toujours courir. Et enfin, structure des coûts. Quels sont mes coûts fixes? Quels sont mes coûts variables? D'où vont provenir principalement mes coûts? Alors, après avoir vu globalement ce business model Canva, alors je rassure que dans la vidéo, le schéma n'était pas clair. C'est fait sciemment parce que nous prendrons maintenant le temps. Je vais diffuser un schéma qui est un peu plus clair et on va maintenant prendre le temps de pouvoir s'appesantir sur la proposition de valeur et la segmentation de clientèle. Courir les 9 blocs du business model Canva. Voilà. Voilà, donc là, je pense que c'est on ne peut plus clair. Vous avez les 9 blocs qu'on vient de parcourir. Alors, en général, c'est un petit peu l'histoire de la poule ou de l'œuf qui vient avant. Segmentation de clients, proposition de valeur, par quoi je commence. Je vais un petit peu lever, on va dire, le doute, si on peut dire ça comme ça tout à l'heure. Mais très concrètement, à partir du moment où notre segmentation de clients, notre proposition de valeur, ces 2 éléments sont figés, en général, le reste découle. Le reste n'est que finalement une écriture d'une histoire dont les bases, dont les fondements ont déjà été posés. Donc, pourquoi est-ce que cette session ne porte principalement que sur ces 2 éléments? Parce que c'est le client qui nous définit comment est-ce qu'on doit agir avec lui. Et finalement, c'est le produit qui après va nous aider à contenter le client. Finalement, ce sont ces 2 blocs qui sont les plus importants. Donc, quelle valeur apportons-nous aux clients? Quel public cible? Alors, pour la segmentation de clientèle, je vais vous remettre une avant-dernière vidéo avant qu'on passe vers la partie avec les fiches. Ça va nous permettre un petit peu mieux de pouvoir entrer dans cette notion de segmentation de clients. Alors, avant peut-être d'y entrer, je vais poser une question. Comment est-ce que je fais, selon vous, pour identifier allez, on va dire, même pas. Si je vous demande de pouvoir segmenter un marché, comment allez-vous procéder? Comment je fais pour segmenter un marché? C'est quoi un segment?
Alors, souvent, on a toujours des timides qui n'osent pas parler. Donc, je me demande si je parle ou si finalement je me fie sur les beaux sourires qui s'affichent et je prends la personne qui me regarde pour pouvoir lui poser la question. Allez, je ne vais pas vous embêter, je vais moi-même y répondre. Si vous voulez, on a un marché en face de nous. Donc, on va dire, fondamentalement, on a ce qu'on appelle la demande. La demande va constituer l'ensemble des clients potentiels. C'est-à-dire quoi? Des potentiels acheteurs, de personnes qui peuvent s'intéresser à mon produit. Si je veux lancer mon produit, en général, on va conseiller de bien identifier des segments. Les segments vont être au fait des groupes que je vais constituer sur base d'un critère. Je donne un exemple. Pour mes formations, je peux très bien segmenter, soit de manière géographique. Bruxelles, on va dire la Wallonie et la Flandre. Donc, j'aurai 3 segments en fonction de la géographie et je peux dire, moi, je ne vais m'intéresser qu'au niveau des régions de Bruxelles et de la Wallonie. C'est possible. Je peux faire le choix, par exemple, de segmenter en fonction de la langue et de dire, moi, je ne m'adresse qu'aux francophones et pas forcément aux germanophones ni aux néerlandophones. C'est un critère, donc le critère linguistique. Je peux faire le choix également de segmenter, donc de répartir mes clients potentiels en fonction de la taille de leur activité. Et donc, j'aurai les indépendants et on va dire les très petites entreprises. Deuxième segment, les PME. Troisième segment, par exemple, les très grandes entreprises. C'est une manière de segmenter. Je peux encore segmenter en fonction du privé et du public. Bref, c'est pour vous dire, vous pouvez segmenter de différentes manières. Alors, la question, ce n'est pas de savoir est-ce que je peux ou pas segmenter, mais surtout, quel est le critère de segmentation qui est pertinent pour moi? Alors, le critère de segmentation qui est pertinent pour vous va dépendre notamment de votre proposition de valeur. On le verra tout à l'heure, dans le sens où, finalement, vous allez répondre à la problématique de quel segment. Admettons que vous dites, par exemple, moi, je souhaite aider, donc je propose des formations commerciales et le but, c'est de pouvoir aider, on va dire, les entreprises à ne pas faire faillite. Si ma proposition de valeur démarre avec ça, très clairement, j'aurai tendance à segmenter en fonction de la taille, ok, et peut-être à m'orienter vers les startups ou vers les indépendants, on va dire, ou les très petites entreprises. Parce que statistiquement, il y a plus de risques de faillite dans les premières années et pour les entreprises qui se lancent et qui ne sont pas bien outillées. Donc, je vais m'orienter vers le segment qui a la problématique à laquelle je réponds. OK? Ou alors, ça peut être différent. Admettons par exemple que, je n'ai pas eu de chiffres, c'est un exemple, que des 3 régions, wallonne, bruxelloise et de la Flandre, c'est à Bruxelles qu'il y a le plus de faillites. Je peux décider de me dire, je vais alors segmenter de manière géographique, avec le critère géographique, et ne m'intéresser qu'à Bruxelles. Pourquoi? Parce que je réponds à la problématique d'une région où il y a le plus de faillites. Quel est mon message? Mon message est juste de dire, c'est à vous de mener une réflexion pour correctement segmenter, parce qu'une fois que vous avez bien segmenté, vous pourrez plus facilement cibler, c'est-à-dire vous concentrer votre énergie sur un des segments. Pourquoi c'est encore important de segmenter? Parce que simplement, même si vous vous dites, moi, je veux couvrir tout le monde, je ne veux pas me contenter que d'un segment. Pas grave, c'est très bien et je vous encourage si vous en avez la possibilité de le faire. Mais votre manière de formuler on va dire, votre proposition de valeur, peut-être même vos canaux de distribution, peut-être même votre prix ne sera pas le même en fonction des segments si vous voulez remporter le maximum de parts de marché. D'où, je répète, l'importance de s'intéresser à la segmentation client. Alors, je vous propose de regarder cette vidéo qui est également disponible sur la plateforme et ainsi on peut avancer. Bonjour et bienvenue sur notre plateforme. Dans cette vidéo, nous verrons un bloc important du business model Canvas,
à savoir les segments de clientèle. Pour rappel, un business model décrit la manière dont une entreprise crée, fournit et conserve de la valeur. Les segments de clientèle forment un des éléments clés du business model, raison pour laquelle nous souhaitons nous focaliser sur cet élément du modèle Canva. S'intéresser aux segments de clientèle revient à se demander ce que le client veut vraiment et comment nous pouvons faire correspondre nos produits et services à ses attentes. Une bonne connaissance de vos clients potentiels est essentielle pour tout business model. Il ne suffit pas que vous jugiez vos produits ou services intéressants, innovants ou encore essentiels. Il est fondamental qu'ils revêtent ces mêmes valeurs aux yeux de vos clients. Examinons d'abord le profil de vos clients ou segments de clientèle. Il ne suffit pas de se limiter à ce que veulent vos clients, mais à ce que votre client souhaite réaliser. Quelles tâches votre client souhaite-t-il effectuer ou accomplir? Pour illustrer cela, il faut penser aux activités ou circonstances pour lesquelles le client aura besoin de votre produit ou service. Par exemple, un client ne s'offre pas un restaurant mais s'offre plutôt un agréable moment de détente avec ses proches. Ou encore un client ne paie pas un abonnement dans une salle de sport mais il s'offre plutôt une activité sportive. À présent, analysons les problèmes ou contraintes des segments de clientèle. Ce sont des choses qui irritent le client pendant ou après l'exécution de sa tâche ou des choses qui l'empêchent d'accomplir sa tâche. Par exemple, un client peut être limité au niveau de son budget ou encore de son emploi du temps. Le restaurant devrait, par exemple, contenir dans sa carte des plats végétariens. Enfin, il faut aussi se demander quels bénéfices, gains ou avantages le client attend ou recherche. Par exemple, il peut souhaiter qu'il y ait un coach sportif dans la salle pour expliquer le fonctionnement des machines ou encore une jolie terrasse au restaurant car il fait beau. Nous avons maintenant une vue d'ensemble du client, de ce qu'il veut réaliser, de ses problèmes ou contraintes, mais également des bénéfices ou avantages qu'il souhaite. Alors, je vais m'arrêter là. Là, on nous dit, ben voilà, on a notre segment de clients, donc fondamentalement le public cible vers lequel on va adresser notre produit. Très concrètement, il y a 3 notions qui ont été mises en avant par rapport à ce segment. Donc, 3 éléments sur lesquels il faut qu'on puisse porter notre attention. Le premier élément, c'est au niveau de l'activité. Donc, c'est de dire, ben voilà, l'activité, comme on a pris l'exemple du restaurant, le client, ou même j'aime bien prendre l'exemple comme on le trouve souvent dans des livres de marketing, l'exemple de la machine. Le client n'achète pas une machine à laver, il achète un linge qui est propre. Ok ? Le client n'achète pas un marteau pour taper sur le clou, il achète finalement la possibilité d'accrocher des cadres, des toiles dans sa maison. Donc fondamentalement, essayez d'identifier au-delà de l'activité, quel est le bénéfice du client derrière. Qu'est-ce qu'il recherche? Ça, c'est la première colonne jaune sur laquelle il faut réfléchir. Donc, je répète, au-delà de l'activité, quel est le bénéfice recherché par le client? On en parlera parce que finalement, c'est en répondant à cette question qu'on définit la proposition de valeur. On me le fera tout à l'heure. Deuxième élément qui est important qu'on doit se poser, ce sont les contraintes ou les préoccupations. Je prends mon public cible. Quelles sont les contraintes? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des préoccupations? Pourquoi c'est important? C'est important parce que les contraintes, les préoccupations vont m'aider justement à définir également ma proposition de valeur. C'est ce qu'on appelle les fameux pains. Pains comme peine, quoi. D'accord? Donc, je dois connaître les pains de mes clients, de ma segmentation de clients. Pourquoi? Parce que, clairement, je le dirai tout à l'heure, il a été démontré que la décision d'achat se prend dans l'émotionnel. Nous avons 3 cerveaux. Le cerveau, le néocortex, qui est notre cerveau, on va dire, rationnel. Nous avons le limbique, qui est le siège des émotions. Et nous avons le reptilien, qui, lui, prend les décisions. Et des études ont montré que les décisions prises par le cerveau reptilien viennent des impulsions que lui renvoie le cerveau émotionnel, le limbique. Donc, lorsque je prends en compte les PENS, quand je m'intéresse aux PENS, ça me fournit des éléments que je pourrais greffer dans ma proposition de valeur et donc me faciliter l'adhésion du client parce qu'il verra que je m'intéresse à sa préoccupation.
Je vous prends mon cas à moi. Une des grandes préoccupations parfois, c'est clairement sur un des marchés, donc par exemple en Afrique centrale, clairement, c'est le pouvoir d'achat, clairement. Donc là, c'est une préoccupation et ne pas apporter, l'intégrer dans ma proposition de valeur, clairement, ça peut me bloquer un marché qui pourtant est en croissance et important. D'accord? Pareil pour ici, c'est clairement de ne pas arriver à décliner, ok, l'offre. Je prends simplement ici, les gens, ils sont occupés, ils ne savent pas s'arrêter comme vous simplement. Si j'étais partie sur les horaires proposés à la base par Hub Bruxelles qui étaient entre 8h30 et 12h, ça aurait été compliqué. Les gens, ils courent, ils sont sur plusieurs choses. Donc, la possibilité de faire preuve de flexibilité, tenir compte de cette contrainte, ça fait partie des pens du segment auquel je m'intéresse ici en Belgique. Donc, les pens. Et enfin, nous avons les aspirations, les bénéfices. C'est un petit peu ce petit plus, ok? Je prends le cas du restaurant comme ils l'ont dit. Là, on va dire fondamentalement, l'activité, c'est s'offrir un restaurant. Mais derrière, au-delà de ça, le bénéfice, c'est passer un bon moment. Fondamentalement, c'est pour ça. Ou bien aller passer un temps professionnel avec des partenaires. La contrainte, ça peut être le budget, ça peut être la proximité géographique à voir. Et l'aspiration ou encore les attentes, ça peut être fondamentalement le fait de se dire j'aimerais un restaurant qui ne soit pas brouillon, ou bien un restaurant avec une terrasse, ou un restaurant où on sait payer par carte. Bon, fondamentalement, tous payent par carte, bien qu'il y a un encouragement au paiement en cash ces temps-ci, mais ce n'est pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que si je veux être efficace dans ma proposition de valeur, je dois être capable de répondre à une problématique ou alors à comprendre quel est le bénéfice du client. 2, je dois identifier quelles sont ses préoccupations de manière à en prendre compte lorsque je vais formuler mon offre de valeur, ma proposition de valeur. Et enfin, les petits plus, ce sera, on va dire, un petit peu la cerise sur le gâteau qui va déclencher encore plus l'adhésion. D'accord? Alors, comment j'obtiens tout ça? Le client. Il faut lui poser la question. Il faut aller vers lui. Il faut le questionner. Alors, à présent, je vais vous proposer, si la partie segmentation de clients est OK pour vous, de pouvoir entrer dans la proposition de valeur. Je répète, je refixe la base théorique pour tout le monde avant de passer dans les fiches pratiques, parce que c'est important pour qu'on soit bien au même niveau tous. Alors, si c'est OK, s'il vous plaît, vous pouvez me mettre un pouce en réel ou en le mettant dans le chat. Ça me permet d'avancer et de me dire que c'est OK pour tout le monde. Est-ce que c'est bon pour Jordi? C'est bon pour Daniel, Benoît, Frédéric, Alexandra, Marc, Anna, Héloïse? OK, parfait, parfait. Alors, à présent, je vais passer maintenant sur la proposition de valeur, la toute dernière vidéo, avant qu'on passe au niveau des fiches pratiques. Bonjour et bienvenue sur notre plateforme. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la proposition de valeur. À présent, nous connaissons le profil de nos segments de clientèle. Comment faire pour répondre au mieux aux exigences de ces clients ou segments de clientèle? Pour y parvenir, nous devons aligner nos produits et services sur les exigences des clients. La proposition de valeur est l'un des piliers d'une stratégie marketing de réussite. Elle permet à vos clients de vite comprendre si votre solution répond à leurs problèmes. Il est donc primordial que votre produit ou service tienne compte des contraintes liées au profil du consommateur ou encore au segment de clientèle. Par exemple, la salle de sport pourrait prévoir une formule à coût réduit mais n'incluant pas l'accès à toutes les machines. Le restaurant pourrait, quant à lui, élaborer un menu végétarien de saison. En parallèle, il est également important d'examiner les avantages que nos produits et services peuvent apporter aux clients. Il ne s'agit donc pas seulement d'utilité fonctionnelle, mais également d'avantages sociaux, d'émotions positives, d'économies de coûts, par exemple. Voilà, c'en est fini avec cette vidéo. Alors, maintenant que nous avons posé le cadre théorique par rapport à ces notions de proposition de valeur et de segmentation de clients ou encore de clientèle, je vais entrer dans la partie assez pratique.
Alors, très concrètement, moi, je dis, il y a de cette histoire, comme je disais, qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que d'abord, je définis ma segmentation, mes segments de clients, donc ma segmentation de clients, ou est-ce que d'abord, c'est ma proposition de valeur? Mon avis personnel, mon expérience me pousse à vous dire, ça dépend de où tu te situes. Est-ce que c'est le cas d'un nouveau business model, c'est-à-dire tu es en train de lancer une entreprise, vous êtes en train de lancer une nouvelle activité, ou même elle existe, mais c'est une nouvelle activité, ou alors vous êtes dans le cadre d'une activité existante qui est en train d'évoluer. Donc, vos clients existent, mais vous faites évoluer. Alors, très certainement, on serait peut-être dans le contexte dans lequel la formation se déroule, dans le deuxième cas de figure, mais je vais quand même commencer avec le premier cas de figure qui couvre le cas d'un nouveau business model, donc du lancement d'une activité, de manière à nous donner finalement une vue complète de ces deux approches. Alors, je disais ceci. On va dire que vous lancez une activité ou alors que vous avez déjà une activité, mais vous voulez vous diversifier, vous voulez vous lancer dans un autre marché avec un nouveau produit. Très concrètement, je dirais, vous avez peut-être une idée, vous dites, tiens, moi, ça m'intéresserait de pouvoir proposer tel produit. Donc, l'idée du produit, vous l'avez. Ce qui est intéressant de faire, c'est alors de pouvoir, sur base du produit que vous avez, de définir d'abord la proposition de valeur. Par proposition de valeur, on vient de voir, c'est de dire quel est le problème que ça résout. Donc, admettons que je vous dise, tiens, j'ai envie de pouvoir lancer un service de livraison à domicile. Très bien, c'est une bonne chose, mais première question que je dois me poser, quelle est la proposition de valeur? C'est-à-dire, mon service de livraison à domicile va répondre à quelle problématique? Alors, ça peut très bien être la problématique de personnes qui ne sont plus très motivées à sortir vu les temps qui courent et qui préfèrent se faire livrer à domicile, ou alors des personnes qui, elles, sont à risque et ne souhaitent pas sortir, ou simplement des personnes qui, elles, sont très occupées et croulent sous le travail, par exemple, et ne souhaitent pas sortir. Donc, vous voyez que là, déjà, je pars d'un produit et sur base du produit, je fais le lien, je m'interroge sur quel est le problème auquel je réponds. Le fait de pouvoir me questionner sur quel est le problème de manière sous-jacente m'amène à, vous l'avez vu, à déjà identifier des profils de clients qui seraient intéressants parce que qui dit problème d'une segmentation de clientèle. D'accord? Donc, premier cas de figure, je répète, je lance mon activité. Donc là, je peux me permettre de démarrer avec la question d'abord du produit, puis la proposition de valeur, puis alors pour être sûr de bien cibler le bon segment, me dire finalement ce problème-là, ok, on me dit que j'ai des personnes à risque, j'ai des personnes qui sont peut-être très occupées et qui n'ont pas le temps d'aller, on va dire simplement, faire leur commission dehors. Et il y a les personnes, par exemple, qui, elles, ont peur. OK, des trois segments, sur quel segment je veux me focaliser? Et là, c'est un choix que je fais sur base de mes ambitions, de ma volonté. Finalement, c'est un choix qui me revient. Peut-être sur le fait que je me dis, je vais d'abord cibler le segment qui lui, pardon, excusez-moi, est le plus porteur, donc qui va vite me rapporter de l'argent, vite être économiquement rentable. C'est un choix, d'accord? Donc, première manière de fonctionner. Deuxième manière de fonctionner, c'est celle qui nous concerne un peu tous, hein, c'est de dire j'ai déjà mon produit, je suis déjà lancé, mais mon business model est amené à évoluer. Donc là, il faudra se questionner pour dire fondamentalement, mes clients sont là, je ne dois pas les redéfinir, mais mon business model évolue. Comment je fais? Alors là, la question sera de se dire ma clientèle ne bouge pas, mais je devrais faire une étude des besoins, c'est-à-dire arriver à questionner un échantillon, m'approcher, me rapprocher d'un échantillon de ma clientèle de manière à identifier quelles sont leurs clés d'acceptation. On va définir ça tout à l'heure. Ou encore, quels sont leurs besoins émotionnels, quels sont leurs besoins. Finalement, quel est le problème vers lequel, que je pourrais résoudre. Je vous donne un exemple. Actuellement, j'ai différents clients. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du business, il y a moins de présentiel. Les choses ont beaucoup bougé dans tous les secteurs d'activité. Ma démarche a été de me rapprocher de mes clients pour voir au niveau des sociétés, tiens, quelle est la problématique?
la formation reste importante. Mais j'ai par exemple identifié que ce qui les intéressait, c'était de digitaliser leur formation, d'avoir des académies internes, d'avoir leur propre plateforme. Donc, à la base, je n'avais peut-être pas cette idée parce que moi-même, j'ai une plateforme, j'ai mes formations, donc je rassemble les gens ou bien je les invite à se connecter chez moi. Mais en discutant avec eux, j'ai compris que donc ma clientèle avait un nouveau besoin. C'était un besoin d'internaliser et de digitaliser la formation. Donc, du coup, pourquoi? Parce que leur clé d'acceptation, pour certains, c'est simplement de dire le confort. On verra ça tout à l'heure. J'ai besoin d'avoir une solution pratique qui marche, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la crise dans laquelle on est. Donc, je suis partie de mes clients et j'ai évolué vers un produit maintenant qui est, et je l'ai développé, je l'ai mis en place, ça fait quelques mois pendant la pandémie, je place, j'installe, je développe des plateformes de formation pour des entreprises. À la base, ce n'était pas l'idée que j'avais, mais je partais de la formation et de mes plateformes, mais en étudiant, ça m'a amené vers ce produit qui répond aux besoins du segment de clients dans lequel j'opère. Est-ce que ça va? Est-ce que les deux manières sont claires? Alors, vous aurez l'impression que je suis fort dans le feedback, mais c'est important parce que vous voyez, vous l'avez remarqué peut-être, je suis fort dans l'interaction et en salle, il y a une énergie. Il y a le non-verbal qui parle. Mais là, avec les caméras coupées parfois, et ce n'est pas un reproche, ce n'est pas toujours évident. Donc, je ne veux pas avancer seule, je veux avancer avec tout le monde. Donc, vous l'avez certainement compris pour ceux qui se sont connectés aujourd'hui en se disant « J'ai mon business model qui a évolué à cause du Covid, comment je fais ?» Moi, je dirais, première recommandation, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu dois absolument arriver à discuter avec tes clientèles. Quand je dis discuter, ça peut être un sondage, un simple Google Form. Lors de l'accompagnement, on montrera donc ces outils-là. Mais en tout cas, tu dois sonder, questionner et étudier les matériaux, c'est-à-dire les réponses de tes clients pour voir quel est le plus que tu peux rajouter ou peut-être le plus que tu peux agencer dans ton business model actuel. Alors, à présent, je vais vous demander de pouvoir prendre en compte ce qu'on va dire parce qu'on va voir trois étapes clés et auxquelles il y aura des questions. N'hésitez pas, je vous enverrai le support, mais au besoin, vous pouvez faire des photos ou noter parce que c'est des questions auxquelles j'attendrai que vous répondiez pour l'accompagnement. Première série de questions. Première étape, ce sera l'étape proposition de valeur. Deuxième, segment de clientèle. Troisième, USP. Vous verrez qu'avec la méthode que moi personnellement j'utilise, on va aller de la proposition de valeur pour déboucher de manière presque intuitive, on va dire, déductive, intuitive, comme vous voulez, mais en tout cas vers l'USP. Alors, la proposition de valeur, vous devez vous mettre en tête que la valeur perçue par le client sur votre produit doit être supérieure au coût réel de votre produit. Alors là, vous allez me dire peut-être, oui, mais attendez, mais comment tu peux monétariser une valeur? C'est juste pas possible. Qu'est-ce que j'entends par là? À partir du moment où tu parles aux besoins émotionnels, tu parles, on va dire, aux clés d'acceptation. Et les clés d'acceptation, on va les définir dans les minutes qui viennent. Donc, à partir du moment où tu parles à ceux qui drive, ceux qui poussent quelqu'un à prendre une décision, et si tu parles de manière correcte, automatiquement, tu as des chances qu'ils perçoivent une valeur supérieure au coût réel. Je m'explique. Admettons que lorsque je vous parle du fameux service, c'est juste un exemple, je n'ai pas d'intention dans ce sens-là. Admettons que je veuille faire un service de livraison de courses à domicile. C'est un exemple, ok? Et que du coup, lorsque je vais questionner mes segments de clients, j'identifie que la majorité met en avant l'aspect sécurité. Le but, ce ne sera pas d'aller, on va dire, créer une psychose ou jouer sur la peur, pas du tout. Mais moi, je devrais le mettre en avant dans ma manière de communiquer avec eux pour bien leur montrer comment mon service les préserve et les aide à ne pas s'exposer. S'ils le perçoivent correctement, eh ben pour eux, ils seront prêts à mettre le prix parce que la valeur qu'ils vont percevoir, le fait que je les évite un problème qu'eux ont,
va être supérieur finalement au montant, peut-être, enfin, allez, je veux dire, la valeur qu'ils vont percevoir va être supérieure au coût qu'eux vont percevoir du service. Je ne dis pas qu'il faut flamber les prix, mettre ce qu'on veut, pas du tout. Je dis juste que si on fait bien, on la formule bien, cette proposition, clairement, ça marche quand le client perçoit que la valeur de votre produit est supérieure selon lui au coût. OK? Alors, du coup, on va parler de cette histoire de clé d'acceptation. Cette valeur perçue, on peut la définir également comme les clés d'acceptation du client. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Chacun d'entre nous, nous naissons avec ce qu'on appelle des besoins émotionnels. Le besoin rationnel, c'est un besoin comme par exemple le besoin de se vêtir, le besoin de communiquer, le besoin de manger, c'est ce type de besoin. À côté du besoin rationnel, il y a ce qu'on appelle le besoin émotionnel ou encore les clés d'acceptation. Le besoin émotionnel ou les clés d'acceptation, c'est au fait les différents mobiles qui vont aider le client à prendre une décision d'achat. OK? Je vous donne mon cas à moi, par exemple. Mon cas à moi, je suis quelqu'un, j'aime la facilité, dans le sens de la facilité d'utilisation. Si vous arrivez à me prouver que votre produit m'aide à, est facile à utiliser, je peux plus facilement, je serai plus enclin à le prendre plutôt que le produit de votre concurrent, si lui, il est plus complexe, même si son prix est inférieur. Parce que moi, j'ai le besoin émotionnel du confort. Alors, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Chacun d'entre nous, nous naissons avec ces 6-7 besoins émotionnels. Nous avons chacun notre parcours, nous avons chacun notre histoire, notre éducation, notre background, qui va faire qu'au fil du temps, au fil des ans, en fonction également de notre environnement, nous sommes amenés à avoir certaines clés qui prennent beaucoup plus d'importance. Quelles sont ces différentes clés? Tous, on est avec un besoin de sécurité. On est avec une certaine orgueil. L'orgueil, ce n'est pas dans le sens péjoratif, c'est dans le sens un besoin de valorisation de sa personne. Chacun, je pense que si on devait tous nous demander de manger tous les jours steak, frites, salade, steak, frites, salade, steak, frites, salade, à un moment donné, on se demanderait, mais oui, mais il n'y a pas une petite carbonade flamande et quoi les moules? Quelque part, on aurait envie quand même d'un petit peu de nouveauté. OK? Alors, si pour vous, steak, frites, salade, c'est bon tous les jours, je ne critique pas. Je veux juste dire par là, vous êtes l'exception qui confirme alors la règle. Donc, je continue. On a tous un besoin de sécurité. On a tous un besoin d'être valorisé, donc d'orgueil. On a tous besoin de nouveautés. Je pense qu'on a tous besoin de gagner du temps ou d'avoir des solutions qui nous facilitent l'utilisation ou d'être en tout cas d'être dans un environnement qui est plus agile. D'accord? Tous, nous aspirons à des solutions qui font du bien à notre portefeuille quelque part. Donc, soit à des coûts réduits, soit à un prix intéressant, donc là on est dans le besoin émotionnel d'argent, ou alors à une solution où on voit un retour sur investissement qui est clair. Tous, nous naissons avec un besoin de sympathie, un besoin de relation avec l'autre, un besoin d'expérience utilisateur réussie. Et tous, nous naissons avec un besoin lié à l'environnement. Alors, ce besoin a été un petit peu étouffé au fil des ans avec la société de consommation dans laquelle nous étions, mais peu à peu, depuis plusieurs maintenant années, ce besoin d'environnement reprend énormément surface, prend la place, c'est-à-dire un besoin de poser des actes ou d'être dans une dimension où on respecte l'environnement. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, il existe donc ces 7 besoins émotionnels ou encore clés d'acceptation qu'on appelle le 100K-SE. S pour sécurité, O pour orgueil, N pour nouveauté, C pour confort, A pour argent, S pour sympathie, E pour environnement. Du coup, ce qui sera intéressant, c'est que vous puissiez de manière globale arriver à identifier, quand je reprends mon exemple de tout à l'heure avec le service de livraison, très clairement, les problèmes auxquels je réponds vont me donner un indice de la clé d'acceptation qui est derrière. Quand je prends le cas, par exemple, des personnes à risque, ce n'est pas un besoin d'orgueil, de nouveauté, non.
Clairement, c'est un besoin de sécurité. Donc, quelque part, la valeur perçue par le client va se situer au niveau de la sécurité. Donc, ma proposition de valeur doit s'axer sur la sécurité. Si je prends l'autre segment dont j'avais parlé, finalement, des personnes qui, elles, sont juste très, très occupées et n'ont pas le temps. Ça peut être un besoin de confort, gagner du temps. Donc, ma proposition de valeur, on parle du même produit, c'est-à-dire le service de livraison. Mais la proposition de valeur ne sera pas la même si je considère le segment des personnes qui, elles, veulent plus gagner du temps et rester, dont on va dire, ne pas se déplacer. Donc, fondamentalement, je ne peux pas communiquer de la même manière avec ces deux segments. Sinon, si je parle à tous les segments en mettant en avant la dimension sécurité, je parlerai à un segment A, mais pas au segment B. OK? Donc, je répète, la proposition de valeur doit répondre à un problème. Le problème, il vient du client. C'est le client qui me l'exprime parce qu'on a dit, on va s'interroger en entrant en contact avec le client qui doit me dire quel est le problème. Globalement, ce problème-là peut être regroupé ou du moins, on va dire, peut s'identifier au sans casse, c'est-à-dire soit ce sera un problème d'ordre sécuritaire, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie, environnement. Donc, pour décliner, identifier votre proposition de valeur correctement, il faudra questionner le segment de client pour arriver à identifier je réponds à quel sans casse. Si je prends les questions que je vous propose donc de soumettre à votre clientèle, d'accord, enfin, ce ne sera pas formulé comme ça, mais globalement, il faut chercher à savoir quel est le problème que je résous, je l'ai déjà dit, ok, quelle valeur j'apporte, pourquoi est-ce qu'il choisirait finalement mon produit, ou encore à quel besoin je réponds, ou quels sont les bénéfices pour les clients, d'accord. Fondamentalement, à partir du moment où j'obtiens des réponses à ces questions, je peux plus facilement arriver à identifier ma proposition de valeur va se situer où? Sécurité, orgueil, nouveauté, argent, voilà. Alors, j'anticipe déjà une des questions. Oui, mais si je vois que je n'ai pas qu'un élément du sans casse, mais que j'en ai plusieurs, là, je vais vous dire, c'est un choix à faire. Moi, j'aurais tendance à vous dire de regarder deux choses. Tout d'abord, vous pouvez vous dire, OK, j'ai eu un échantillon de 100 personnes, c'est un exemple. Sur les 100 personnes, majoritairement, c'est quand même la sécurité qui est ressortie. Donc, je vais ne pas déconsidérer, mais me focaliser sur la majorité. Ça, c'est une première manière de fonctionner. Une autre manière de fonctionner sera de vous dire, OK, je prends mon échantillon et je réalise que très clairement, je suis quasi dans un peu tout. Alors là, va venir la notion d'USP. Ce sera un choix. Vous pourrez demander à votre clientèle de pouvoir ordonnancer, hiérarchiser, choisir. Donc, c'est de dire, OK, vous me dites que fondamentalement, il y a le besoin de sécurité, besoin de confort, besoin d'argent, besoin de nouveauté, mais même la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Même si à un moment donné, on peut tout avoir, mais ce n'est pas toujours possible de tout avoir, justement. Donc, si on devait classer une hiérarchie, qu'est-ce qui passe en priorité? Et là, ça peut vous aider à identifier finalement qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui va ressortir. Peut-être qu'à ce moment de la hiérarchisation, vous allez vous retrouver avec la majorité qui vous disent quand même, oui, mais attention, moi, on a beau dire, c'est vrai que j'ai envie d'avoir quelque chose qui est économiquement intéressant, mais je ne chipote pas au niveau de la nouveauté. Il faut que ça vienne, ça sorte de l'ordinaire. Ça, je ne chipote pas. Donc, de nouveau, vous regarderez qu'est-ce qui ressort majoritairement. Est-ce que ça va? OK, parfait. Alors, je vais demander à ceux qui peuvent de me mettre un pouce de manière à m'aider à avancer. Julien, Richard, Anaïs, Frédéric, Alexandra, Daniel. Pour mettre le pouce, il suffit d'aller dans la barre d'outils Zoom. Vous avez normalement 3 points et alors vous pouvez mettre un pouce. Le but ici, c'est juste de me rassurer que tout va pour le mieux. Alors, j'ai vu qu'Alexandra m'a mis un pouce. Marc également, Daniel.
Super. Donc, j'ai au moins 3 personnes qui ont réagi. Ça me rassure, j'avance. Génial, merci Nicolas. Alors, à présent, on repart sur les segments de clientèle. Mais j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Et je vous ai dit que les décisions se prenaient principalement dans l'émotionnel. Donc, fondamentalement, pour le segment de clientèle, il est important de ne pas juste se dire oui, voilà, je vais répondre à tel, enfin, je vais apporter tel produit, mais je ne vais pas me répéter. Je vous ai déjà présenté les différents besoins émotionnels. Donc, la question à se poser, et je l'ai déjà dit, ben, c'est finalement à quels besoins émotionnels ils seront sensibles, quel type de clients sont sensibles à ma proposition de valeur, ok, et alors de ressortir quel est le profil qui se démarque le plus. Alors, vous n'avez pas besoin de faire plusieurs questionnaires. Vous pouvez, sur un questionnaire, formuler. Vous n'allez pas demander aux gens avez-vous un besoin de sécurité? Ils vont juste se demander mais de quel cours de vente ils sortent pour me poser ces questions. Par contre, vous allez leur demander ben, quel problème est-ce qu'ils rencontrent. Et du coup, en posant ce genre de questions, ou quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs préoccupations du moment. Avec ce genre de questions, eux vont vous dire des choses et ce sera à vous, en bonne intelligence, avec les données qu'on a, qui pourraient finalement identifier et faire le matching entre le sang casseux et ce qu'ils vous diront. Et alors, identifier majoritairement quel est le profil qui se dégage, par exemple, et si vous avez déjà un segment qui est défini, ben ça vous aidera en tout cas à faire évoluer votre proposition de valeur. Alors, on a parlé de proposition de valeur, on a largement parlé de segment de clientèle, on va parler maintenant de l'USP, Unique Selling Proposition. Je ne vais pas pécher contre le terme anglais, bonne prononciation s'il vous plaît. Donc, finalement, quel sera l'élément différenciateur? Qu'est-ce qui va me permettre de me différencier? Me différencier de qui? De la concurrence. Jusqu'à présent, tout ce que je vous ai dit, eh bien, clairement, les concurrents pouvaient le faire également. Donc, fondamentalement, demander à quel est le problème rencontré par le segment de clients, vos concurrents peuvent aussi poser cette question-là, d'accord? Chercher à savoir les attentes des clients, mais au final, vous faites cette démarche, vos concurrents le font, vous aurez des données similaires. Mais là où vous pourrez emboîter le pas, prendre de l'avance vis-à-vis de la concurrence, c'est grâce à votre USP. Votre USP va vous permettre de vite faire la différence dans l'esprit du consommateur, va permettre de singulariser ce que vous faites. De manière concrète, ok? Vous vous êtes posé la question de à qui s'adresse votre produit ou votre service, votre public cible. Là, on a déjà des éléments sur lesquels vous réfléchirez pour pouvoir y répondre. D'accord? Il y a les fiches précédentes, répondez dessus. Ensuite, cet avantage résout quel problème ou répond à quel besoin. Donc, fondamentalement, quel est le problème ou du moins l'avantage, enfin pas l'avantage, je préfère, quel est le problème ou le besoin auquel vous répondez. Là, le sans casse intervient. Donc, vous identifiez quel est le sans casse auquel vous répondez. Maintenant, là où ce sera intéressant, c'est de pouvoir vous-même lister 3 ou 4 bénéfices qui constituent votre ADN, ok? Qui font que votre offre, selon vous, est différente des autres. Donc, vous avez identifié votre public cible. Vous connaissez à quel besoin vous répondez. Maintenant, le tout, c'est de singulariser. Donc, là, je vais vous demander de pouvoir déjà par vous-même arriver à identifier. Par exemple, moi, je peux vous dire, ce qu'il y a de plus, c'est cette dimension de ingénierie de la formation. Arriver à, on va dire, concevoir, mettre en place des plateformes pour les clients. Arriver à concevoir, digitaliser leurs modules à eux. Fondamentalement, à qui s'adresse mon produit, on va dire au niveau, là je donne un exemple juste pour imager, à qui s'adresserait mon produit, on va dire plateforme digitale, ben voilà, tout ce qui est online s'adresserait à des indépendants ou encore soit à des grosses boîtes. Pour les grosses boîtes, on va dire public cible, grosse boîte. Quel est l'avantage? Avantage de confort et d'argent. Pourquoi? Confort parce que ça leur permet, et aussi sécurité,
Mais généralement, c'est surtout sécurité qui est mis en avant. Pourquoi? Ça leur permet de continuer à former leur personnel, quelles que soient les conditions, sans pour autant devoir être tributaires de la conjoncture, on va dire, pas conjoncture, de la situation sanitaire. Donc, à ce stade, beaucoup de concurrents peuvent avoir cette information. Alors, là où je vais, moi, me différencier, c'est lorsque je vais lister les bénéfices. Donc, un bénéfice, nous digitalisons nous-mêmes les formations pour vous. Deuxièmement, nous mettons une plateforme qui est interne avec votre logo, finalement, quelque chose qui est typiquement interne pour vous. Troisièmement, nous formons un key user, quelqu'un en interne chez vous qui pourra gérer la plateforme. Quatrièmement, nous assurons la maintenance de la... En gros, c'est quoi? Jusqu'à la question de la fiche 2, beaucoup de concurrents pouvaient faire ça. Mais la question 3, moi, je liste des choses qui sont particulières chez moi et alors à ce moment, je demande au client de me dire sur les 4 éléments, les 4 bénéfices, les 4 éléments qui me semblent être propres à ce que moi je fais, lequel pour eux est le plus intéressant. S'ils disent, mais oui, mais pour nous, le plus intéressant, c'est de pouvoir avoir le fait que vous puissiez quand même arriver à nous mettre cette plateforme en interne et qu'on ait notre propre key user. OK, donc, je sais que mon public cible, ce sont les grandes entreprises. Je réponds aux problèmes de sécurité. À côté de ça, ma spécificité, ce qui me différencie, je peux leur demander qu'est-ce que vous trouvez de particulier, d'intéressant dans ce que nous on fait. Soit si vous-même vous ne savez pas le dire, vous pouvez simplement décrire et leur demander qu'eux vous le disent. Mais c'est toujours mieux quand même de savoir ce qu'on fait, enfin, de maîtriser ce qu'on fait et pas demander à l'autre de nous dire. Donc, sur ces 4 éléments, peut-être que la majorité vont me répondre non, nous clairement, ce qui pour nous fait la différence, c'est l'aspect où vous nous mettez en place la plateforme. Ah, d'accord. Donc, moi, je sais que c'est cet élément-là qui devra entrer dans mon USP. Donc, j'ai interrogé mes clients qui ont déterminé sur l'ensemble des bénéfices que je pouvais apporter, ce qui est en plus. Si par exemple, il m'avait dit, ce qui nous intéresse chez vous, c'est le fait que vous nous permettez de pouvoir maîtriser nous-mêmes, on va dire, comment dire ça, oui, vous nous permettez de pouvoir, on va dire, gérer, pas gérer, comment dire ça, oui, vous nous permettez de ne pas être dépendant de l'externe, contrairement aux autres solutions qu'on a. Ah, je sais que ce sera cet élément. Donc, pour arriver à formuler mon USP, je vais partir sur ce canevas en disant pour les grosses entreprises qui ont besoin de pouvoir assurer une continuité de formation, quelle que soit la crise ou les conditions sanitaires, on va dire Métanésis Formation, ok, et un centre de formation qui propose des plateformes ou encore qui aide le client à gérer lui-même ses formations ou à digitaliser ses formations ou encore qui aide le client à internaliser ses formations ou qui aide le client à assurer une bonne migration. En gros, je veux dire par là, votre USP ne tombera pas du ciel. Ce n'est pas juste, enfin vous pouvez, il peut, hein, si vous êtes créatif et que vous percutez vite, il n'y a pas de problème. Là, j'ai voulu juste mettre en musique le lien entre la segmentation, la proposition de valeur, les clés d'acceptation et finalement l'USP. Donc, juste vous dire que quelque part, tous les éléments qui vont ressortir, normalement, c'est le client qui doit vous le fournir. Donc, la première clé, c'est le client et le client.